Bonjour, le vendredi 26 juin 2020 et aujourd'hui je vous parle de Wirecard, ce qui s'est passé. Alors Wirecard, c'est une compagnie allemande très importante qui vient de faire faillite. Elle faisait partie du DAX 30, c'est-à-dire parmi les 30 plus grosses entreprises d'Allemagne. C'est une entreprise dont le business consistait à s'occuper de ce qui se passe entre le moment où vous utilisez une carte de crédit dans un magasin pour régler vos courses et le moment où la compagnie reçoit l'argent véritablement de votre banque. Elle s'occupait donc de l'ensemble de ces opérations au nom de la banque et au nom des commerçants et en vous représentant vous, détenteur de la carte. Et cette entreprise, donc très très importante, qui possédait en plus de, elle possédait une banque à Munich en Allemagne et elle se targuait d'avoir des filiales importantes, en particulier à Dubaï et aux Philippines, où elle affirmait qu'un ensemble important de ces opérations financières se passait. Or, en fait, il s'agissait de coquilles vides, il ne se passait rien. Et ce qu'on a découvert ces jours derniers, c'est donc qu'il y avait 1,9 milliard d'euros qui étaient censés exister en liquide quelque part, qui en fait n'existait pas. Démission d'abord du président de la banque, après quelques justifications qui n'étaient pas très convaincantes, et déclaration de faillite de l'entreprise. Comment est-ce que ça a pu être possible? C'est une escroquerie, mais c'est une escroquerie de type absolument classique. On a prétendu qu'existaient des choses qui n'existaient pas. Il y avait, alors, qu'est-ce qui a fait ça? Évidemment, c'est des comptables aidés par des juristes. Les juristes étaient là essentiellement pour essayer de deflect, pour essayer de répondre aux doutes qui apparaissaient. Il n'y a pas des lanceurs d'alerte apparaissaient. Le Financial Times, au début 2019, il y a plus d'un an, avait fait une enquête et avait dit qu'il se passait des choses qui n'étaient pas très catholiques du côté de cette banque. Alors que faisait la banque? Elle lançait son équipe sa meute de juristes, et sa meute de juristes disait que envers les gens qui mettaient des doutes, ou envers le Financial Times, disait que ces gens étaient à la solde de ceux qui spéculaient sur le marché, qui vendaient short les actions, c'est-à-dire qui essayaient de faire baisser le prix de l'action, et que donc il s'agissait de la part de ceux qui dénonçaient les malversations, il s'agissait de manœuvres pour attaquer les actionnaires. Et vous savez, sur les marchés financiers, les gens qui sont les mieux protégés, je vous apprends rien, ce sont les actionnaires. Alors, je vois dans la presse qu'on fait un parallèle entre ça et Enron. Enron, ça ressemble plus à l'affaire Madoff, je dirais, qu'à Enron. Enron, vous le savez peut-être, ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai bien planché, j'ai bien étudié ça. J'ai publié même un livre, le seul que j'ai écrit directement en américain, publié en 2003, donc chez McGraw-Hill. Enron, c'était beaucoup plus subtil. Je vais dire deux mots à propos de la comparaison. Enron, c'était ce qu'on appelle de la comptabilité créative. C'est-à-dire que ça utilisait toutes les subtilités possibles des outils financiers, des produits dérivés, essentiellement pour bénéficier sur un plan fiscal d'opérations qui n'existaient pas ou qui... je vais vous donner un exemple, le fameux exemple du swap d'argent liquide. Qu'est-ce que c'est un swap? Un swap, c'est un échange. Alors, le fameux swap d'argent liquide auquel recourait Enron, et ils avaient même obtenu de leur auditeur Arthur Andersen, que celui-ci produise un papier blanc qui justifiait la procédure. Alors vous allez voir la procédure, j'en ai parlé en 2008 ici. Ça consiste pour deux entreprises d'échanger le même jour la même somme d'argent dans la même devise. Alors vous vous dites, si vous réfléchissez un tout petit peu, qu'il ne se passe rien évidemment. Vous donnez $1 million à quelqu'un et il vous rend $1 million le même jour, il ne s'est rien passé. Alors pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Parce que les deux entreprises en question, et ça pouvait être la filiale de la même entreprise, Enron a fait ça,
elle mettait les sommes qui étaient échangées dans des rubriques comptables différentes, dont l'une pourrait prétendre que c'était des versements d'impôts et que donc il n'y aurait pas d'intérêt à payer sur les sommes en tant que telles, sur les cash flows, des choses de cet ordre-là. Enron a utilisé des tas de moyens, essentiellement pour que le risque en fait disparaisse, mais pas les sommes d'argent. Pas de somme d'argent. Ce qui s'est passé, c'est que donc en 2001, Enron, qui avait beaucoup mieux résisté que les autres firmes, on le dit rarement, on dit oui c'est une firme qui s'est écroulée, oui mais le fait est que c'était une firme qui avait résisté beaucoup mieux à la crise des startups, la crise boursière des startups, elle continuait de vivre. Mais elle a fini par tomber parce que le doute s'est instillé sur où était exactement l'argent. Est-ce qu'il n'y avait pas du risque effectivement qui était caché? Il y avait du risque caché un peu aux États-Unis sur le plan boursier, s'est effondré. Donc là, c'était de la subtilité. C'était de la subtilité. Ici, bon, dans un truc comme ça, chez Madoff aussi, il y avait de la subtilité, puisqu'il prétendait que des opérations avaient lieu, et les gens qui avaient de l'argent chez lui recevaient le détail des opérations, mais ces opérations n'avaient pas lieu. Pourquoi est-ce qu'elles n'avaient pas lieu? Parce que simplement, il avait laissé sa firme grossir suffisamment pour qu'il aurait déstabilisé entièrement les marchés boursiers et autres, s'il avait fait les opérations qu'il prétendait. Donc, il y avait une subtilité là aussi. Ici, il n'y a pas de subtilité, c'est donc une grosse escroquerie. On a prétendu qu'existaient des structures qui n'existaient pas, on a prétendu qu'il y avait de l'argent qui passait là, qui ne passait pas. C'est beaucoup plus grossier comme opération. Alors, quelles sont les conséquences de ça? Bien entendu, bon, c'est une grosse entreprise qui s'écroule, il y a de l'argent qui devait être payé à des gens qui ne sera pas payé, bien entendu, dans ce cas-là, c'est comme ça que ça se passe. Mais le gros scandale, en fait, il n'est pas à ce niveau-là, il est dans le fait que la BaFin, l'autorité des marchés boursiers et financiers en général en Allemagne, a cautionné les opérations de cette firme, a ignoré les lanceurs d'alerte et a même lancé une enquête sur le Financial Times quand il dénonçait les opérations. Alors là, ça la fout mal, comme on dit, c'est-à-dire que l'autorité de contrôle des marchés financiers allemands s'est retrouvée dans ce qu'on appelle de la capture, on appelle ça de la capture de régulateur. Qu'est-ce que c'est la capture de régulateur? Le régulateur, c'est l'État. L'État par rapport aux entreprises, vous le savez, je ne vous apprends rien, où que ce soit que vous me regardez, le rapport de force en général entre l'État et les organismes de supervision qui sont voilà, des choses d'ordre voilà, de défense du public contre des malversations se trouve en général dans les rapports de force, se trouve dans un rapport de force défavorable et il arrive très très souvent qu'il y ait ce qu'on appelle capture, je pourrais presque dire que c'est la règle générale, capture du régulateur, c'est-à-dire que le régulateur fait ce que les entreprises lui disent. Et je vous ai raconté, ça fait partie des choses qui ont été publiées d'ailleurs dans un de mes livres, qu'un jour, quand j'avais eu une discussion avec un monsieur qui m'avait abordé, voilà, c'était une petite fête, un petit cocktail de la banque où je travaillais en Hollande, quand un bonhomme m'avait abordé en disant « Vous savez pas qui je suis ?» Et je dis non, il m'a donné son nom, j'ai compris, bon, il était numéro 2 ou quelque chose comme ça, ou numéro 3 de cette grosse banque. Et il m'a dit « Vous retardez tout avec votre manière de contrôler le code, la programmation, en disant qu'il y a des erreurs, etc. Vous nous bloquez, c'est pas bien, il faut pas faire ça. » Et j'avais dit « Oui, vous savez, moi je fais mon métier, c'est-à-dire que vis-à-vis du régulateur, il faut que voilà, que les opérations soient des opérations valides. » Et alors il m'avait regardé, il m'avait dit mon petit monsieur, vous n'avez pas encore compris comment ça marche, c'est moi qui dis au régulateur quels sont les chiffres et il ferme sa gueule. Bon, il était parti. Et il s'est pas rendu compte au moment même qu'il m'avait dit quelque chose de très très important parce que voilà, c'était un des très grands banquiers des Pays-Bas et il m'expliquait comment ça marchait aux Pays-Bas et par la suite, moi j'ai vu, et ça je l'ai signalé aussi, qu'à un moment donné je suis dans une banque dans un poste assez subalterne
On me dit, toi tu écris bien et tu peux raconter des histoires. Voilà une lettre du régulateur qui nous dit qu'on devrait changer ceci ou ça. Et je dis, qu'est-ce qu'on répond? Eh ben, on me dit, ben, tu réponds ce qui leur fera plaisir. Voilà. Et donc c'est comme ça que ça marche. Et là, maintenant, ça apparaît avec cette histoire de Wirecard, ça apparaît en surface. C'est-à-dire que le BaFin, la BaFin ou le BaFin, le régulateur des marchés boursiers en Allemagne, a absolument pas fait son boulot. Et en plus, il a fait des choses qui sont tout à fait répréhensible bien entendu, puisqu'il a lancé des enquêtes sur les gens qui dénonçaient les malversations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu ça ce matin. Maintenant, l'ESMA, European Stock Market Authority, l'autorité des marchés boursiers européenne, va enquêter sur la BaFin. Alors, pour conclure, vous savez que tout ça, c'est pas bon pour les milieux financiers. Pourquoi? Parce que nous avons des monnaies fiduciaires, c'est-à-dire qui reposent sur le fait de la confiance, parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'or derrière, il n'y a plus de vrai argent, métal, etc. C'est sur le fait qu'on croit que c'est un truc qui peut marcher et qu'on fait confiance aux autorités. Les autorités ne font pas leur boulot. Ça, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien pour la confiance des marchés. Et les marchés, c'est nous. On n'est pas les grands acteurs des marchés. Qu'est-ce que c'est les marchés quand on dit les marchés? C'est les grosses banques, bien entendu. Les toutes grosses banques, c'est eux les marchés. Et nous, on est tout petits acteurs, mais enfin, on est quand même les marchés, je dirais, en bout de, voilà, au bout de l'impasse, il y a quand même nous qui nous trouvons là. Et il faut que, bon, si les banques font plus confiance aux régulateurs, si nous ne faisons plus confiance ni aux régulateurs ni aux banques, c'est pas bon, ça provoque, vous le savez, ce que M. Cantona nous avait dit il y a une dizaine d'années, que lui avait tout à fait compris comment fonctionnait la finance, mais que sa spécialité, c'était pas ce truc-là. Si vous voulez faire tomber le système, il a dit c'est pas la peine de faire la révolution en allant peut-être prendre des coups dans la rue, il suffit de retirer votre argent de la banque. Et les banques savent ça, et c'est une des grandes justifications pour qu'elles soutiennent le mythe de la création monétaire par les banques commerciales, c'est-à-dire cette histoire, ce bobard que les banques auraient le droit de créer de l'argent de toutes pièces. Ça rassure le public et il y a des gens qui peuvent se dire le jour où ils voudraient aller retirer leur argent de la banque, le jour où elle aura besoin d'argent, elle créera sur le papier l'argent qui lui manque. Et c'est pas vrai. Moi j'ai travaillé pour IndyMac Bank aux États-Unis et du jour au lendemain il y avait une grande bannière sur la banque. Il y avait eu la police le jour d'avant pour canaliser les gens qui voulaient retirer de l'argent le vendredi. Et puis quand la banque a rouvert le lundi, il y avait un grand panneau entre IndyMac et Bank. Il y avait IndyMac Federal Bank, un calico simplement qu'on avait collé pour dire que c'était devenu une banque fédérale. Et ça, le milieu financier n'aime pas trop non plus, quand l'État est obligé de nationaliser des trucs qui se sont écroulés, qui sont trop gros, et qu'il faut que ce soit le public, que ce soit l'intérêt général qui prenne le relais par rapport à des financiers qui n'ont pas été à la hauteur de la tâche. Alors voilà, c'est une chose dont on va encore parler, mais un rapide petit portrait de cette histoire de Wirecard, ce que c'est et les implications que ça pourrait avoir. Voilà, allez, merci.